À l'émission, on va accueillir nos deux invités, Abdelhalim Bensaïdi et Karim Bedamarji. Je vous laisse rentrer sur le plateau. Avant de vous présenter, on va un petit peu poser les bases pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Vous êtes des PADU. Les PADU, c'est qui? Ce sont les praticiens à diplôme hors Union européenne. En gros, vous êtes des médecins étrangers qui ont obtenu leur diplôme hors de l'UE. Et donc, vous n'avez pas le même statut que les autres médecins. Ça pose plein de problèmes de reconnaissance, de précarité, de stabilité. C'est de tout ça dont on va parler. Donc avec Abdelhalim Bensaïdi, ça fait 5 ans que vous travaillez en France, vous êtes naturalisé français, mais donc vous avez toujours le statut... Comment ? En cours de naturalisation. Mais vous avez toujours le statut PADU et vous êtes président de l'IPADEC, association pour l'intégration des praticiens à diplôme étranger engagés contre la crise. Et à côté de vous, Karim Bedamarji, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin algérien, vous êtes urgentiste de formation, vous êtes PADU également. Vous êtes arrivé en 2020 à Marseille, vous êtes retrouvé coincé en France à cause du Covid. Vous avez bossé dans plusieurs hôpitaux de la région. Et donc tous les deux, vous êtes très engagés pour la lutte de vos droits et pour votre statut. Vous avez mené une grève de la faim début mars. Vous participiez aujourd'hui à une grande mobilisation. On reviendra à tout ça juste après. Vous allez nous raconter tout ça. Mais avant, Cyprien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi nous on a fait le choix de Cyprien? C'est vrai que je t'ai pas présenté. Cyprien Boganda, chef adjoint de la rubrique Capital Travail de l'Humanité. Mais en même temps, les gens te connaissent maintenant. Ah oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi à l'Humanité on a fait le choix de mettre en lumière cette lutte-là? Bah oui, bonjour. Bonjour à tous les deux déjà pour commencer. Bonjour. En 2020, vous étiez des héros. La France entière vous applaudissait tous les soirs. Emmanuel Macron vous rendait hommage à longueur de discours. Mais vous êtes des héros très maltraités puisque vous avez les mêmes compétences que tous les médecins, mais vous n'avez ni le salaire ni le statut qui va avec. Et pourtant, je rappelle que sans vous, l'hôpital public, nos hôpitaux publics ne pourraient pas tourner tout simplement. Cette situation scandaleuse, elle vous met en colère, c'est même le moins qu'on puisse dire. Vous avez tous les deux passé une bonne partie de la journée devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Vous allez me dire peut-être pourquoi. des images d'ailleurs qu'on a récupérées. Si jamais la régie veut les passer, c'est le moment. Ce sera encore mieux. Vas-y. Vous allez nous raconter tout ça, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en fait, je voulais vous demander, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, parce que c'est un peu technique, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le statut de PADU et en quoi est-ce qu'il est profondément discriminatoire? J'ai envie de poser la question à Halim, même si je sais que ça fait 850 fois qu'on vous la pose ces temps-ci. Alors, PADU, c'est un terme que nous avons employé depuis des années. C'est praticien à diplôme hors Union européenne. Ça veut dire que c'est tous les praticiens qui sont sur le territoire national. C'est pas des médecins étrangers, mais c'est des praticiens qui sont en France, qui exercent dans nos hôpitaux. Je reprends les propos du ministre. 40% des services hospitaliers aujourd'hui tiennent grâce au PADU. Donc c'est une sorte de reconnaissance. Et en même temps, c'est une hypocrisie derrière de ne pas les reconnaître et de les maintenir dans des statuts précaires, de ne pas les inscrire au Conseil de l'Ordre, de ne pas leur donner une autorisation d'exercice définitive qui leur permet d'aller dans des déserts médicaux, justement, vu qu'on est dans un contexte de désertification médicale et tout le monde se bat pour avoir un médecin traitant aujourd'hui où 6 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. Ouais. Aujourd'hui, on est là, on continue à apporter notre soutien au système de santé français et on voudrait juste une simple reconnaissance, chose qui a été promise par le président de la République, par l'ancien Premier ministre et qui n'a toujours pas vu le jour. Parce que ce serait quoi vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez justement au gouvernement? Continuer à travailler, mais d'une façon digne et avoir un contrat digne de ce nom. Et non pas avoir des contrats précaires qui sont renouvelés de 6 mois à 6 mois. On ne sait pas de quoi est fait demain. Ça a l'air similaire à nos confrères. Je crois qu'on a vu quelques images, enfin le chat, vous avez vu quelques images de la mobilisation tout à l'heure. Avant de continuer, on voulait vous montrer un petit reportage qu'a réalisé Franck Cartelet, qui est d'ailleurs au cadre là juste derrière à la régie. Donc il s'est rendu dans plusieurs hôpitaux d'Île-de-France avec des médecins PADU, avec des anciens PADU, avec des médecins régularisés, on va dire, qui vous soutiennent. On regarde ça et puis on en discute juste après. Voilà. Donc du coup, alors, madame... Ils sont médecins étrangers ou naturalisés français, exercent dans nos hôpitaux depuis plusieurs années, avec un niveau de rémunération 2 à 3 fois inférieur à leurs collègues. Début mars, 300 d'entre eux ont entamé une grève de la faim afin de dénoncer la précarité de leur statut. Ce sont les PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne. On est tous des médecins, on a tous fait des études de médecine. Et ici en France, on a vraiment besoin des médecins. On a des déserts médicaux qui s'étendent de plus en plus chaque jour. On est prêts tous à s'installer où il y a de besoins, parce que c'est ça notre mission. Peu importe l'endroit qu'on a fait nos études, là on exerce tous sur le territoire. Je demande aujourd'hui, c'est reconnaître notre participation au système de santé, pas pour notre bien-être, mais pour le bien-être de la population. Pour Sobi, ancienne PADU,
le concours aux épreuves de vérification des connaissances est un véritable parcours du combattant. C'est un concours. Donc on est 1000 à concourir. Et même si on a des fois 14 de moyenne, on peut ne pas être pris parce qu'ils prennent que les 300 premiers. Donc du coup on est là parce qu'on est sous-payé, on fait beaucoup de garde et il faut se libérer à 100% pour le réviser. Selon Éric Delpierre, chef du pôle anesthésie-réanimation du grand hôpital de l'Est francilien, les PADU ont fait leurs preuves au sein de l'hôpital public. Ils jouent le rôle de senior depuis 4-5 ans, donc si jamais nous, ils faisaient pas bien leur travail, on les garderait pas, hein, personnellement. Ils ont des contrats de 6 mois ou des contrats d'1 an, on arrêterait le contrat. Donc ces gens-là, il faudrait qu'ils aient un système de VAP, les validations des acquis professionnels. Ils passent devant des commissions avec notre avis favorable, et c'est des gens qui devraient être, sans passer par un examen ou un concours, être validés uniquement sur leurs acquis. Hein. Ces professionnels de santé exigent aujourd'hui de bien meilleures conditions de travail face à un système de santé en pleine crise et bien loin des promesses du président Macron. En assumant, sur le terrain, de régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins et que nous laissons dans une précarité administrative qui est complètement inefficace. Interne, médecin PADU, lauréat UVC, médecin français, il n'y a pas cette différence le moment qu'on entre dans l'hôpital. On est tous diplômés. Le serment qu'on a fait, bien qu'il ait été fait en français en France, il est fait dans une autre langue, dans un autre pays, c'est le même serment. Voilà, c'est pour aussi dénoncer un peu tout ça que vous êtes mobilisés aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous pouvez nous... Je vais juste commenter un peu la vidéo, parce que Alain, il est arrivé en France le jour. C'est drôle, mais à chaque fois qu'il me raconte cette histoire, j'ai la chair de poule. Il m'a dit qu'il était arrivé en France, Alain, le jour où Notre-Dame avait brûlé. Il m'a dit, Notre-Dame a été restaurée. Moi, je n'ai toujours pas été restauré. Il a fui la guerre en Irak. Il a appris la langue française. Il a sacrifié 1 année de sa vie à apprendre une langue qu'il n'avait jamais connue auparavant, parce qu'il a fait ses études en anglais. Il a un diplôme de médecine en anglais. Et du coup, il a étudié la langue, il a commencé à exercer. Ses enfants sont scolarisés dans les écoles de la République. Il a changé même son prénom. Qu'est-ce qu'on veut de plus que cette intégration? Il s'appelait Ali, il s'appelle Alain aujourd'hui. Et Éric Delpierre, que je salue d'ailleurs, le chef de service, avec qui on discute souvent de cette question-là, ce qu'il demande, et c'est exactement ce qu'on demande, c'est d'être évalué par nos pairs, parce qu'on travaille tous les jours avec des médecins. Et du coup, c'est à eux de nous juger, de nous évaluer, surtout quand on va discuter de ce qui s'est passé cette année aux EVC 2024. Je voyais, Karim, que vous acquiesciez quand votre collègue disait si ils n'étaient pas compétents, on ne les garderait pas. C'est comme ça que ça devrait marcher, selon vous? Tout à fait. Franchement, nous, la question qu'on nous pose à chaque fois, si vous n'êtes pas compétent, ne gardez pas les médecins. Nous, on est renouvelé automatiquement juste après la fin du contrat. Moi, j'ai eu 10 contrats successifs l'un derrière l'autre. Et à chaque fois, il y avait un besoin, on m'appelait pour d'autres missions. Et ça s'est toujours bien passé. Et il y avait une communication entre l'ancien chef de service et le nouveau chef de service. Ils se contactent par téléphone. Allô, bonjour cher ami. J'ai devant moi le docteur Karim Bendamarji. Il quitte le service de médecine interne ou de psychiatrie ou d'oncologie que j'ai fait. Vous me le conseillez? Oui, je suis désolé, je ne veux pas le garder parce que j'ai eu trop d'internes français et je n'ai pas de poste pour un FFI. Donc la catastrophe était le jour où Didier Raoult a appelé mon chef de médecine interne à l'hôpital Nord en disant qu'il y a Karim Bendamarji qui a déposé son CV et je voudrais bien le prendre. Donc depuis que j'ai été chez Didier Raoult à l'IHU de Marseille, je suis resté 2 ans. Et mes contrats ont été reconduits automatiquement, presque sans jamais demander mon avis. Et vous avez joué un rôle... Pardon, allez-y, je vous laisse finir. Franchement, c'était donc ce que j'ai vécu pendant 2 ans à l'IHU. Jamais je n'aurais cru que cette chose allait m'arriver. Donc j'étais chef de moi-même. Donc moi, ça fait déjà 35 ans que je suis praticien, depuis 28 ans. 29 ans exactement en Algérie. Je suis médecin urgentiste. Option gériatrie, je fais de la consultation à domicile chez des personnes âgées en Algérie et je suis venu par hasard. En fait, mon histoire, c'est une histoire hasardeuse. Ma fille faisait des études à Marseille, optométricienne, et je suis venu le jour de son anniversaire, le 6 mars 2020, avec le gâteau d'anniversaire sur mes bras d'Algérie, parce qu'elle aimait son pâtissier à Alger avec son petit cadeau, et j'avais le retour le 10 mars. Et elle s'était bloquée. Je n'ai pas pu repartir.
chez moi. Qu'on était confinés et donc les frontières étaient fermées et tout ça. Et j'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui me fait très mal jusqu'à ce jour et que je l'accepterai jamais jusqu'à la fin de mes jours. C'est que quand on sortait avec les casseroles et qu'on faisait du bruit à 20h et pour la reconnaissance des soignants, le président Macron a mis en place une prime Covid pour tous les soignants. Ça allait de 500 € à 2000 €. Il a donné 500 € aux personnels soignants, les brancardiers. Donc cette prime évaluée en fonction du grade de la personne. Et mes amis internes ont reçu une prime de 2000 €. Et moi, quand j'ai vu ma fiche de paye, j'ai pas vu le 2000 €. Et quand je suis parti voir mon chef, il m'a dit vous n'avez pas le droit. Vous avez aucune prime? Ça m'a déchiré le cœur. J'ai dit parce que nous, on était Verdun, quoi, dans le tranché. Moi, j'étais consultation Covid pendant 2 ans. Je faisais 70 patients jour. Je commençais à 7h30 du matin et je ne terminais mon travail qu'à 9h du soir. Des fois, je dormais avec mes chaussures et je prenais même pas ma douche. J'étais mort. Et le pire, c'est qu'on ne nous laissait pas faire de garde, de crainte de ne pas récupérer la journée du lendemain. Parce que quand une personne est de garde le soir de 18h jusqu'à 20h, le lendemain, le praticien va dormir chez lui pour récupérer. Ils avaient tellement besoin pour ne pas créer le trou. Non, Karim, ne fais pas de garde, c'est fatigant, tu seras fatigué, et puis c'est risqué. Pendant 2 ans, j'ai fait un manque à gagner. Je n'ai touché que 1485 € pendant 2 ans. Et c'était affreux. Et quand j'ai réclamé, j'ai dit, bon, vous ne me donnez pas la prime Covid, donnez-moi 1 € symbolique. Comme quoi, nous sommes des personnes qu'on a contribué à la lutte contre le Covid. Nous avons le droit à 1 € symbolique. Je voudrais 1 € symbolique sur un bout de papier que vous avez eu le droit. Il a dit, on ne peut pas, vous n'êtes pas fonctionnaire. Et c'est justement pour dénoncer tout ça que vous êtes en partie mobilisé aujourd'hui. Peut-être avant que vous nous racontiez tout ça, il me semble qu'on a des images d'une prise de parole du sénateur Ahmed Laouedj, qui a pris la parole au Sénat aujourd'hui. On en écoute une petite partie, puis on en discute juste après. Je reprends ici vos propres mots, monsieur le ministre, lorsque vous dites que beaucoup de nos services tiennent aujourd'hui grâce au PADU. Ils sont reconnus par leurs chefs de service et leurs chefs de pôle. À l'occasion des épreuves de vérification des connaissances, sur près de 4000 postes initialement annoncés, seulement 3044 postes ont finalement été ouverts. Ainsi, de nombreux candidats pourtant brillamment admis aux épreuves se retrouvent aujourd'hui écartés. 20% des postes ouverts restent vacants. Un constat alarmant qui souligne l'absurdité de la situation. Des médecins compétents et indispensables restent sur la touche alors que les déserts médicaux s'étendent chaque jour davantage. Voilà, donc ça s'est passé aujourd'hui. En fait, aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure, on était en tribune. Voilà, on a assisté à cette question qu'on avait. On était présents à l'hémicycle. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette journée? Parce que au départ, vous deviez vous enchaîner. Finalement, ça s'est pas fait. Vous étiez à l'Assemblée, au Sénat. Racontez-nous un petit peu en quelques mots comment ça s'est passé aujourd'hui, votre action. Alors, on a commencé par une mobilisation au niveau de l'Assemblée nationale, à proximité de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'avait pas le droit d'être tout proche. Il y a des députés qui nous ont rejoints, de différents bords politiques d'ailleurs. Ils ont envoyé un courrier à Monsieur le Premier ministre Bayrou, en dénonçant cette situation dramatique aujourd'hui, dans un contexte de désertification médicale. On a des médecins, on supprime des postes, on ne comprend pas pourquoi. S'ils n'étaient pas compétents, pourquoi ils continuent à exercer? Pourquoi il y a un décret qui maintient ces gens-là en poste? 1. 2. Pourquoi on supprime des postes alors qu'il y a des gens qui ont plus que la moyenne? Dans le principe d'un concours, c'est qu'on fait un ordre de mérite et on prend ceux qui sont le mieux classés. Mais on ne supprime pas en mettant une note éliminatoire qui est annoncée après les résultats du concours. Et surtout que la note, elle était très disparate d'une spécialité à l'autre. Il y a des spécialités où on pouvait retenir des candidats avec 8 de moyenne et des spécialités où on peut exclure des gens avec 14 de moyenne. Donc la question de monsieur le sénateur était importante parce que le ministre de la Santé, réponse hypocrite, bien sûr, il va directement dire qu'il est en train de réformer, qu'il y aura des changements l'année prochaine et l'année d'après. Sauf que nous, on parle d'une situation urgente. Les Français manquent de médecins aujourd'hui. Il y a des médecins qui sont compétents. Ils ont été évalués et on leur supprime des postes. Donc il y avait un collègue avec nous qui était en tribune. Le ministre nous dit qu'il va simplifier le concours et en 2025, on repasse que la théorie parce que la pratique a été validée par nos chefs de service et par notre exercice sur le terrain. Du coup, moi j'ai demandé à monsieur le sénateur de lui répondre tout de suite après. Vous avez l'extrait et il lui dit pourquoi un des urologues qui est en tribune aujourd'hui, il a 18 en théorie. Pourquoi devra-t-il repasser le concours l'année prochaine? C'est sûr qu'il va avoir moins de 18. On a interrogé pas mal de personnes. Il y a le président de la Société française d'urologie qui le soutient et il dit écoute, tu as 18, tu peux pas
concourir pour avoir plus que 18. C'est le maximum que tu puisses avoir. Tu es brillant, tu opères dans des centres de référence en urologie aujourd'hui à l'hôpital Cochin, et derrière, on te dit de repasser le concours, mais on te maintient en poste. Pire encore, aujourd'hui, par manque de vecteur législatif, il se retrouve exclu. La semaine prochaine, son contrat est fini. Et ils veulent pas le renouveler, ils lui ont dit, t'as pas eu les EVC. Ils ont dit, certes, il restait des postes, certes, tu devais être dans la liste principale des lauréats, mais tu ne l'es pas, donc on peut pas te garder. Peut-être rappeler que les EVC, dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, c'est donc des épreuves de vérification des connaissances. C'est ça. C'est un concours que vous devez passer en bossant en plus 60 ou 72 heures par semaine. C'est ce que vous faites en plus, évidemment, des concours. Et même si vous le réussissez, c'est pas fini pour autant. Vous adhérez à un parcours de consolidation qui dure 2 ans, à l'issue duquel, dans un service hospitalier, à l'issue duquel il y a une commission qui se réunit et qui décide ou non de vous accorder l'autorisation d'exercice définitif. Comment est-ce que vous expliquez un tel parcours du combattant? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En général, en plus, les commissions, elles décident pas tout de suite après les 2 ans. Ouais. Je peux citer l'exemple d'une collègue qui est avec moi dans le service, lauréate des EVC 2021 avec 16 de moyenne. Elle fait son parcours de consolidation de 3 ans. Elle n'a pas déposé au bout de 2 ans. Elle s'était dit, je le dépose au bout de 3 ans, je suis pas pressé. 3 ans après, elle repasse devant la commission. La commission lui dit de refaire 2 ans. Elle leur demande gentiment pourquoi je dois refaire 2 ans alors que je viens de faire 3 ans. Ils lui ont dit parce que ton service n'est pas validant. Soit mon service n'est pas validant, vous avez une affectation pour moi pour que j'aille dans un service validant. Ils ont dit non, vous restez dans votre service et vous faites les 2 ans. Où est le problème? Si mon service n'est pas validant, pourquoi je reste? Si mon service est validant, pourquoi je dois refaire les 2 ans? Personne n'avait de réponse à lui donner. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière politique de décourager en fait les praticiens pour vous Quand on voit la réponse du ministre aujourd'hui, il y a une volonté politique derrière qui n'aboutit pas. Parce qu'à chaque fois qu'on interroge des sénateurs et des députés, ils nous disent on est favorable pour faire voter une loi ou autre chose, sauf que derrière, on voit que le gouvernement ne veut pas prendre des décisions. Le ministre, il peut prendre des décisions. Sinon, pourquoi être ministre? On peut faire des décrets, on peut faire des amendements. Et derrière, quand on veut proposer des lois avec des sénateurs et des députés, elles sont jamais à l'ordre du jour. Il y a une loi qui a été enregistrée à l'Assemblée nationale il y a 1 mois avec M. Romain Eskenazi qui était présent à la mobilisation. Et il y a une autre loi qui a été enregistrée le 12 mars au Sénat avec Mme Annie Le Héroux qui a enregistré la PPL et qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Proposition de loi. Voilà. Qui n'est toujours pas à l'ordre du jour. Donc, juste parce que ça fait beaucoup réagir dans le chat sur le salaire que vous êtes payé, vous nous confirmez que c'est bien 1 500 €, c'est ça? 1485. Même pas 1500, oui. Voilà. Pas 1500. Ça dépend des statuts, mais 90% des PADU qui sont dans l'association, ils touchent aujourd'hui 1 400 €. Ce qui est 3 fois moins qu'un médecin qui a un diplôme français. Franchement, des fois, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Franchement, en payant le loyer. Et puis en plus, nous devons payer une mutuelle parce que moi, vu mon âge, j'ai eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Si on est hospitalisé, on n'a pas de mutuelle, on est dans la caca, parce que là... Tout à l'heure, je disais que vous étiez des héros, mais vous avez été décoré. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez à la poitrine là? J'aime pas dire mais j'ai reçu la décoration. Oui, vous pouvez la l'ordre de mérite. Sur la Voilà. vous avez une petite médaille, c'est vrai que... Voilà, donc j'étais parmi les rares reconnaissances Covid et on m'a délivré une attestation, un diplôme que j'ai été nommé. Je suis le seul médecin étranger dans toute l'histoire des PADU qui existent en France à avoir cette distinction. Meilleur staff médecin 2021. Au fait, c'est à l'IHU où je suis, c'est une fondation. Ils ont une charte, ils nomment tous les ans meilleur infirmier, meilleur soignant, meilleur brancardier. Et là, ça va et ça monte jusqu'à meilleur médecin. En fait, les meilleurs médecins, c'est eux, parce que c'est des PH, des praticiens hospitaliers. Et moi, je ne suis qu'un interne. Et donc, quand ils ont vu, a rendu un service exceptionnel, j'ai un papier, a rendu un service exceptionnel à la France. Et ils m'ont délivré un papier comme quoi j'ai été meilleur staff médecin l'année 2021. C'est pratique parce que je ne sais pas en quoi elle est faite, votre médaille, mais j'imagine que ça coûte moins cher qu'une vraie reconnaissance et qu'un vrai salaire décent. Tout à fait. Bon, ça va partir de l'histoire. Je raconterai ça à mes petits-enfants. Comme quoi, parcours vraiment hasardeux que je suis venu en France. Au fait, là où je suis parti, j'ai travaillé, je suis toujours sorti comme un héros. Là où on m'a appelé en urgence, c'était à l'hôpital, au centre de santé des Baumettes. J'ai fait médecine pénitentiaire. Comme je parle la langue, donc il y avait beaucoup de patients hospitaliers, emprisonnés, donc il fallait quelqu'un pour faire la barrière de la langue. Donc ça a fait un long parcours, médecine interne, puis IHU, Covid, après oncologie, après je suis parti médecine pénitentiaire, après je suis parti en psychiatrie, en médecine somatique, je suis resté 10 mois en psychiatrie parce qu'ils n'ont pas de médecin. Et après j'ai trouvé en chirurgie cardiaque, au fait, mon parcours de médecin ne peut pas être plus
enrichi qu'aujourd'hui parce qu'en plus de mon diplôme d'urgentiste, j'ai reçu plein de petites formations, j'ai fait de la dictologie. Je peux dire maintenant que je suis un petit médecin généraliste qui connaît un petit peu tout. Voilà. J'ai commencé à en parler un peu au début d'émission. Vous avez entamé une grève de la faim début mars. Peut-être Cyprien. Ouais, bah non, mais effectivement, vous avez mis votre danger en péril. En plus, il me semble que ça a failli mal tourner pour vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait cette grève de la faim et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On l'a fait dans un but tout simple, c'est d'alerter les autorités, y compris le ministre de la Santé, parce qu'on n'avait pas d'audience avec le ministre à cette époque-là. Sauf que, contre toute attente, on a dû mettre fin à cette grève de la faim, parce que, d'ailleurs, je l'avais dit dans un des communiqués au ministre de la Santé, en plus d'être ministre de la Santé, il est médecin, donc il a failli à son devoir, qui est de non-assistance à une personne en danger. Il avait 300 médecins qui ont mis leur vie en danger. Il n'a à aucun moment intervenu pour demander s'ils allaient bien ou pas. Jusqu'au moment où je l'ai croisé dans un salon où il devait inaugurer le salon, donc je me suis présenté devant lui, devant les caméras, et je lui ai dit, il y a 300 bonhommes qui font une grève de la faim, et il ne faut pas mettre vos vies en danger. Il faut qu'on discute, c'est pas comme ça. Il faut qu'on discute, faut nous inviter, il faut qu'on arrive à s'attabler pour discuter de la situation. Sauf que les discussions derrière n'ont mené à rien, il veut gagner du temps, il veut prolonger la situation jusqu'à 2026. Il lui faut un vecteur législatif, sauf que le vecteur législatif, il est là, il ne veut pas l'utiliser. Il y a différentes propositions de loi qui sont mises sur la table aujourd'hui, ils ne veulent pas en profiter. C'est quoi les excuses qu'est-ce qu'ils répondent justement pour repousser toujours plus ? Qu'il est là pour nous écouter, pour avancer ensemble, mais qu'il lui faut du temps, il lui faut des leviers législatifs. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui dit, c'est il y a une urgence, vous êtes ministre de la Santé, il faut le faire. Parce que dans 3 mois, peut-être que vous ne serez pas là. On n'est pas à l'abri d'une motion de censure, on n'est pas à l'abri d'une seconde dissolution de l'Assemblée nationale le 7 juillet. Donc aujourd'hui, certes, on ne veut pas ça, on veut une stabilité pour le pays, mais en même temps, on veut des gens qui gouvernent et qui prennent des décisions et non pas des gens qui sont là comme des statues. Il y a une personne dans le chat qui vous demande comment est-ce que vous réagissez au discours haineux de l'extrême droite sur l'immigration à propos du climat justement politique dans le pays. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de députés du Rassemblement national qui ont apporté leur soutien. Parce qu'aujourd'hui, eux aussi se trouvent dans des déserts médicaux et ils ont besoin de médecins. Ils ont reconnu nos compétences et ils ont dit, nous, on vous soutient. S'il y a quelque chose sur la table, on est prêt à voter. Ils ont dit, c'est pas nous, c'est le gouvernement qui vous bloque aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pensez que, par exemple, s'il n'y a pas cette reconnaissance, c'est peut-être aussi dû à une forme d'eurocentrisme ou peut-être de façon de penser que peut-être le diplôme français vaudrait mieux que d'autres diplômes hors Union européenne ? Est-ce que ça fait partie, par exemple, des choses qui sont avancées ? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment du mal, quand on vous entend, à quel point les situations sont alarmantes. Quel est le fond, en fait, la raison, en plus d'avoir de la main-d'œuvre pas chère ? C'est une des questions que j'avais évoquées par le ministre. Je lui ai dit, on continue à parler d'excellence française aujourd'hui, sauf que quand on accepte des praticiens dans certaines spécialités, comme en réanimation, en chirurgie cardiaque, des spécialités qui sont quand même vitales, des lauréats avec 8 de moyenne, et on recale des gens avec 14 de moyenne, il ne s'agit plus d'excellence aujourd'hui. Il s'agit d'une démagogie où on ne veut pas régulariser une grande partie des PADU et on fait semblant. La preuve, c'est qu'au moment où on avait fait une grève de la faim, au lieu de nous recevoir le ministre de la Santé, il a invité certains lauréats à une petite fête qu'ils ont réussi au ministère de la Santé pour montrer que finalement, non, ne regardez pas ce qu'ils disent à la télé. Les médecins à diplôme hors Union européenne, ils ne sont pas en grève de la faim, ils sont au ministère en train de boire du champagne. Alors que c'est pas vrai. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une proposition de loi qui vous régularisait, visiblement, elle serait probablement adoptée, puisque vous dites qu'il y a même des députés il faut RN qu'elle soit à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. Donc c'est le gouvernement qui bloque. Voilà, c'est le calendrier du Sénat et de l'Assemblée qui est bloqué par le gouvernement. Aujourd'hui, on voit très très bien, il n'y a pas de majorité parlementaire, et du coup, il n'y a pas un parti politique, entre autres, qui a le poids pour pouvoir mettre à l'ordre du jour les propositions qui ont été faites. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que cette volonté politique, celle du président de la République surtout, parce qu'il s'était engagé, il lui reste 2 ans pour son mandat, je pense que c'est le moment un petit peu de se bouger. Peut-être avant de continuer, Cyprien, peut-être tu peux nous faire un petit point sur les PADU, ce que vous représentez en France, d'où vous venez, où est-ce que vous travaillez, pour un peu qu'on ait un état des lieux. Ouais, je vais pas essayer de vous résumer 40 ans d'histoire des PADU en 40 secondes, même si j'adorerais pouvoir le faire. Je vais juste rappeler que l'État a commencé à faire venir des médecins étrangers hors Union européenne dès le début des années 80. Et puis ça s'est poursuivi les décennies suivantes. En fait, l'idée, depuis le départ, c'était de lutter contre la pénurie de médecins en France.
Cette pénurie, elle tombe pas du ciel, en fait, elle est en quelque sorte organisée, puisqu'elle est liée, entre autres, à une décision politique majeure dont on fait toujours les frais aujourd'hui, donc qui date de 1971. À l'époque, les syndicats de médecins libéraux qui voulaient limiter au maximum le nombre de médecins en France pour éviter d'avoir trop de concurrence et de sauvegarder leurs revenus. Moins de médecins, moins d'ordonnances et moins de médicaments. C'est ça, exactement. Il y avait le numerus clausus. Exactement, on fait pression sur le gouvernement pour qu'il adopte le numerus clausus, c'est-à-dire le plafonnement du nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Et cette décision, elle a eu des conséquences absolument désastreuses en France, parce que pendant des années, les niveaux de recrutement de médecins étaient tellement faibles que du coup, ça ne suffisait pas à couvrir les besoins de la population. Et c'est pour faire face à cette situation de crise qu'on a fait venir des PADU, enfin que l'État leur a permis de s'installer en France, sans leur donner évidemment le statut adéquat. On sait, grâce au Conseil de l'Ordre, qui a publié une enquête récemment, qu'il y a près de 20 000 anciens PADU aujourd'hui inscrits à l'Ordre des médecins, qu'on les retrouve dans toutes les spécialités, généralistes, psychiatres, etc. Au passage, je rappelle qu'un tiers des gériatres en France sont des anciens PADU. Je trouve que c'est un chiffre suffisamment dingue pour être signalé. Et alors, pour savoir où exercent les PADU une fois qu'ils sont régularisés, on vous a préparé 2 magnifiques cartes. Ouais. Je ne sais pas si elles sont à l'écran. 2 cartes qui vont s'afficher à l'écran. Celle que ta chemise, mon cher. Voilà, donc je sais pas si ça se voit à l'écran, mais à votre gauche, c'est une carte avec les chiffres de l'adresse qui a été réalisée par France Inter, et à droite, c'est donc une carte qui a été réalisée, tu l'as dit Cyprien, par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors à gauche, en gros, c'est la carte des déserts. Ouais, je vais peut-être commencer par la droite plutôt parce que c'est plus rigolo. Non, à gauche, c'est bien aussi. C'est la carte des déserts médicaux, donc c'est-à-dire c'est des zones où on manque cruellement de médecins. Je rappelle que c'est à peu près un quart de la population qui habiterait dans des zones de ce genre-là, donc c'est pas rien. Et à droite, c'est une carte qui montre les départements dans lesquels la proportion des PADU est la plus significative parmi les généralistes. En gros, plus il y a de bleus, plus il y a de PADU, pour résumer. Et donc, c'est magique, on peut presque superposer les 2 cartes. En tout cas, il y a beaucoup de départements qui se recoupent, notamment l'Aisne, l'Oise, l'Eure-et-Loir, le Loiret, etc. Donc ce que ça veut dire en gros, c'est que quand vous régularisez les anciens PADU, vous faites reculer les déserts médicaux parce qu'ils vont s'installer en priorité dans des déserts médicaux. Alim, vous m'expliquiez il y a quelques mois que vous receviez régulièrement des appels au secours de maires de petites villes sur LinkedIn qui vous demandaient d'aller vous installer chez eux parce qu'il y avait des déserts médicaux. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? C'est-à-dire qu'il y a des besoins partout, et pourtant on ne vous accorde pas le statut que vous réclamez. Exactement, c'était une annonce dans le sud de la France, dans un petit village où le maire avait fait une proposition. Le médecin qui accepterait de s'installer là-bas, il aura un logement avec une piscine que la mairie a mis à disposition parce qu'il ne trouvait pas de médecin depuis des années. Et les 2 qui le restent vont partir à la retraite prochainement. Je vais expliquer que nous, on est des PADU, on n'a pas le droit de s'installer. Moi, j'ai pas le droit de quitter mon hôpital parce que je pourrais pas exercer ailleurs. C'est pas la volonté d'aller dans des déserts médicaux qui manquent aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, avec le syndicat Jeunes Médecins que je représente, je suis le représentant au ministère de la Santé, on a fait une proposition en ce moment, dire que 4000 PADU sont opérationnels tout de suite. Ouais. Ils exercent sur le territoire national, ils ont fait leurs preuves. La preuve, c'est le fait d'avoir reconduit leur contrat, comme il le disait le confrère Éric Delpierre tout à l'heure, c'est que s'il nous a renouvelé pendant 5 ans chaque 6 mois, c'est qu'on a déjà fait nos compétences. Et ces médecins-là, ils sont prêts dès aujourd'hui à partir combler ces manques qui sont dans les déserts médicaux. Il faut quand même qu'on arrive à trouver une solution. Est-ce que c'est pas commode pour tout le monde cette situation? C'est-à-dire pour le gouvernement qui peut bénéficier d'une main-d'œuvre compétente et pas chère, entre guillemets, et donc faire des économies? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Ouais, c'est exactement ce que dit quelqu'un dans le chat. La gouvernance française exploiterait-elle des travailleurs étrangers dans un pur but d'exploitation? Poser la question, c'est un peu y répondre, non? Moi, je dirais oui et non, parce qu'aujourd'hui, même si on est régularisé, c'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui, pendant le parcours de consolidation, notre salaire ne va pas bouger. Donc au final, ils peuvent continuer de profiter de cette main-d'œuvre pas chère. Oui, pendant 2 ans, voire 4 ans, en fonction de la commission, si elle donne ou pas l'autorisation définitive d'exercice, la plupart des 4000 PADU qu'on demande à régulariser tout de suite, au final, ils vont être payés de la même façon pendant 2 voire 4 ans. Il y a quand même un moment où vous serez inscrit à l'ordre des médecins, que vous aurez l'autorisation de plein exercice et que là vous toucherez des salaires équivalents à ce que touchent les médecins ça va venir. Français. Ouais. Le jour au lendemain, ça va venir. Ouais. Et maintenant, c'est qu'est-ce que veut le gouvernement aussi pour les patients? Parce qu'aujourd'hui, vu les statuts précaires qu'on a, on est obligé d'être dans un service, même si on est autonome et on est seniorisant les services, on est obligé d'être dans un service où il y a des PH. Alors que nous, on est praticien hospitalier qui est inscrit à l'ordre, sorte de chef. Sauf qu'on nous considère aussi comme des chefs. La preuve, c'est qu'on nous confie des internes et des externes à former. Donc, si
on arrive à nous régulariser, on peut partir dans des déserts médicaux où il n'y a pas ces chefs-là, où il n'y a pas ces praticiens hospitaliers. Et c'est là où les Français manquent de plus de médecins. Ouais. C'est pas là où on sera, entre guillemets, sur papier, seniorisé, mais au final, on est les seniors du service pour faire souffler quelques-uns et travailler plus qu'eux, je dirais. Surtout les jours fériés et les week-ends, c'est les PADU qui prennent le relais. Que les gens ont besoin de se reposer, sauf que les PADU ne se reposent pas. Justement, sur les déserts médicaux, on voulait vous montrer un petit extrait de François Bayrou de la semaine dernière. Juste avant, je reprécise, PADU, praticien à diplôme hors Union Européenne. Comme on n'arrête pas de le répéter. T'as raison. Voilà. Que ce soit bien clair Voilà. pour tout le monde. C'est ça. Même si je vois que le chat s'informe. Fait bien son travail. Voilà, fait bien son travail, je le redis quand même. On l'avait dit au début. Oui, on l'a redit au début, mais comme si jamais il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route. C'est vrai que c'est méconnu. C'est vraiment bien qu'on en parle parce que c'est un sujet dont on parle pas assez. On trouve très peu d'informations, etc. Donc c'est vrai que c'est bien de. Et il faut que les gens arrivent à faire le distinguo entre des médecins étrangers et les PADU. Les PADU, c'est des praticiens qui exercent sur le territoire national, mais qui sont diplômés hors Union européenne. Tout à l'heure, pendant la manifestation, on avait un collègue Romain qui est français, de parents français, et son père, pour des obligations du travail, a dû quitter la France pendant des années, donc il a fait ses études à l'étranger. Il a fait ses études en Angleterre, donc il a eu un diplôme anglais. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, donc il est devenu PADU. Alors qu'il est français. Voilà. Très bien, c'est très clair. Et que les gens qui sont en Roumanie peuvent revenir exercer en France, et Romain, il ne peut pas exercer. Il doit soit revenir comme nous et passer le concours, soit partir en Irlande, faire 3 ans d'exercice et revenir en France pour être reconnu. Donc la France reconnaît les qualifications des gens qui vont dans d'autres pays européens plutôt que des PADU qui ont exercé pendant 5-6 ans. On regarde le petit extrait de François Bayrou, c'était la semaine dernière, c'était à propos des déserts médicaux. Ainsi, chaque médecin généraliste ou spécialiste qui exerce dans un territoire bien pourvu devra consacrer 1 ou 2 jours par semaine à des consultations dans les zones qui sont les plus en difficulté, que nous appelons les zones rouges. Je vois pas mal de questions dans le chat, notamment sur un certain monsieur Ben Soussan. On reviendra sur cette question un peu plus tard. Donc gardez votre question de côté, on la posera. Karim, quand vous entendez François Bayrou, ces déclarations-là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne solution? Donc je le rappelle, les zones rouges dont il parle, c'est donc les déserts médicaux. C'est la carte. C'est cette carte, ouais. C'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Oui. C'est vraiment désolant pour nous parce qu'il a la carte Joker et il pourra juste appuyer sur un bouton et il aura plein de médecins à sa disposition. En fait, les médecins qui les obligent à faire 2 jours par semaine, ça ne va jamais marcher parce que les médecins, regardez ce qui s'est passé hier pour les internes qui déjà refusent la loi Garot. Et donc les médecins installés, ils sont prêts à se battre aussi, ils vont jamais accepter parce qu'ils ont leurs repères, ils ont leurs habitudes, ils sont pères de famille. Franchement, pour moi, c'est une mauvaise solution. Alors qu'il a une carte Joker. Donc, il a des médecins, des PADU, qui ont fait leurs preuves. Et je voulais rapporter une petite précision de taille sur les EVC. Donc, les EVC, les épreuves de vérification des connaissances. Ce concours qui... Ce concours qui valide. Donc, je voulais d'abord féliciter tous mes confrères et consoeurs qui ont travaillé pendant leur exercice et ils ont révisé et ils ont eu leur examen. C'est un parcours du combattant. Ils ont réussi. Très peu d'entre eux. Je les félicite. Par contre, il y a d'autres confrères que je ne dénigre pas, que je respecte beaucoup. Eux, ils n'étaient pas en train de travailler. Ils étaient simplement en train de réviser. Donc, ils ont eu tout leur temps d'apprendre les cours pendant 1 an et réviser, apprendre. Donc, ils avaient beaucoup plus l'avantage de réussir. Et actuellement, il y a des chefs de service qui refusent d'accepter dans leur service des PADU, des médecins qui ont eu les EVC, des épreuves de vérification de connaissances, sans avoir eu d'expérience d'exercice en France. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont 0 expérience, qui ont bien réussi les EVC, et je les félicite pour leur concours, parce qu'ils ont des connaissances théoriques, mais sur la pratique, c'est autre chose. Parce qu'un chef de service, il a l'œil sur tout. Quand il voit qu'un médecin n'est pas assez conséquent, qu'il y a une barrière de langue ou qu'il voit qu'il y a beaucoup de fautes, il ne va pas lui renouveler son contrat. Je reviens à la question du chat. Oui, je voulais juste rebondir sur la proposition de François Bayrou. Moi, je trouve que c'est une proposition qui est complètement déconnectée de la réalité. C'est une solution tampon qui ça se voit que ça a été parachuté.
Parce qu'aujourd'hui, proposer que les médecins fassent 2 jours par mois pour aller dans des déserts médicaux soigner les gens, il faut savoir que ces médecins-là sont déjà sur des postes, ils exercent. Ça veut dire qu'ils doivent trouver des remplaçants pour pouvoir aller dans un désert médical. Ils soignent des patients qui ont des pathologies chroniques. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils déprogramment certains patients pour aller soigner d'autres patients. Est-ce que ces patients-là vont voir le même médecin venir une fois par mois pour les soigner, ou bien il y aura d'autres médecins? Ça veut dire qu'il y a du travail administratif qui sera fait derrière, ils vont faire de la paperasse, ou bien ils vont soigner. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire une journée ou 2 demi-journées par mois? Comment ils vont pouvoir assurer le suivi de ces patients? Parce que c'est pas des urgences, c'est pas aller dans un désert médical et assurer une garde aux urgences, voilà, on fait le tri et puis le lendemain on n'est pas là. Il faut qu'il y ait des médecins installés sur place qui continuent à soigner ces gens-là, parce qu'il s'agit de pathologies chroniques. Et il faut un suivi des patients. Je voulais revenir à la question du chat là sur Bensoussan. Donc pour un petit peu de contexte, Guillaume Bensoussan, donc c'est un candidat reconquête aux législatives de 2024. Et voilà ce qu'il avait publié sur X, ex-Twitter, il y a quelques mois. Ça avait fait évidemment beaucoup réagir. Lomi, je crois que tu avais une question à propos de ça. Oui, on vous en a un petit peu parlé aussi avant, parce que on imagine aussi un lien quand même avec aussi l'imaginaire raciste, etc. Et c'est vrai que donc Guillaume Bensoussan avait donc présenté cette liste de médecins en parlant du grand remplacement. Et donc peut-être, je sais pas si vous lisez le grand remplacement, Ouais, une théorie raciste et complotiste d'extrême droite. J'avais répondu. Voilà, j'imagine que vous l'avez lu, mais aussi pour le chat, donc avec cette liste de médecins. Alors oui, j'avais lu aussi qu'un groupe de médecins avait dit qu'ils allaient porter plainte justement contre du coup ce candidat. Et donc oui, donc on voulait savoir justement, est-ce que par exemple vous ressentez que vous avez été peut-être victime de discrimination? Alors voilà, avant on a un peu parlé de racisme ou peut-être de pas de reconnaissance de diplôme par eurocentrisme. Mais est-ce qu'il y a aussi de ce genre de discrimination qui peut-être sont en augmentation, ou est-ce que c'est des choses que... Moi, je vais être un peu plus dur sur ça et je laisse la parole à Karim pour s'exprimer là-dessus. Je pense que les gens qui sont derrière ces partis politiques-là, c'est eux qui font vraiment le grand remplacement, parce que c'est eux qui sont venus remplacer l'extrême droite. Parce que même quand on voit des députés du Rassemblement national nous soutenir et derrière des députés et des représentants de Reconquête vouloir faire en sorte d'exterminer certaines populations pour pouvoir prendre le pouvoir, pose vraiment des questions. Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour, pour voilà, tout le monde. C'est pour ça que je parle de grand remplacement. Karim ? Je voulais parler pour moi, nous, notre seul interlocuteur dans notre service, c'est notre chef, le chef de service, qu'on fait des réunions très régulièrement. Et puis, on crie un petit peu notre désarroi. Ils sont tous solidaires avec nous, ils sont tous très reconnaissants envers notre travail, ils sont très compatissants envers ce qu'on fait. Mais ils nous disent que c'est une décision politique. Nous, si on devait prendre une décision, nous, on vous valide tout de suite parce que vous faites vos preuves. D'ailleurs, ils nous délèguent une responsabilité aveugle. Nous, on prescrit, on fait des hospitalisations, on fait des comptes rendus de sortie, on tamponne et on signe avec notre chef de service. Donc nous, il nous fait une confiance aveugle. Les chefs nous donnent pleine responsabilité parce qu'ils savent que derrière, le médecin PADU est compétent. Mais ils font la différence rapidement. Est-ce que du coup, vous subissez du racisme au quotidien de la part des patients aussi, qui peut-être se sentent autorisés? Moi, je n'ai jamais ressenti cela. Tous ceux que j'ai travaillé avec eux, que ce soit des personnels soignants, des personnels, nos confrères de médecins, on a été toujours très bien accueillis et très bien considérés. Nos chefs nous félicitent. D'ailleurs, à chaque fois que je sors d'un service, j'ai un papier de recommandation pour que je puisse ailleurs trouver, et je trouve toujours, déjà la veille de mon départ, déjà les chefs de service se téléphonent entre eux. D'ailleurs, à chaque manifestation, on ne le dit pas à nos patients. D'ailleurs, mes patients m'ont souvent reproché, en me voyant souvent sur des plateaux télé, pourquoi tu nous as jamais parlé de la situation? Et du coup, souvent dans des manifestations, on leur dit rien, mais via les réseaux sociaux, on trouve des patients. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait des patients qu'on suit en consultation qui étaient présents à la manifestation. Mais ça veut dire que là, les discours d'extrême droite, finalement, ils prennent pas dans la population avec vos collègues. Finalement, ça fonctionne pas. Concrètement, en fait, vous travaillez très bien et ça se passe très bien au quotidien. Moi, je n'ai jamais ressenti un quelconque sentiment de racisme ou ça s'est toujours bien passé. En tout cas, les patients sont très contents. C'est bien que vous soyez soutenu par vos patients pendant les mobilisations et tout ça. C'est vrai que... Juste, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, je trouve que c'est très intéressant, est-ce que vous êtes responsable pénalement s'il se passe quelque chose de grave avec un patient? Est-ce que c'est le cas? C'est notre chef. C'est notre chef de service qui... On est aussi... On est responsable, mais il faut vraiment que la faute soit grave.
Mais donc notre chef de service nous dit toujours faites attention, n'oubliez pas qu'il y a le chef qui est derrière. Mais là, on a fait notre preuve. Moi, pendant le Covid, on m'a donné une carte où ils ont écrit Docteur Karim Bendamarji. Ils m'ont confectionné un tampon avec conseil de l'ordre de l'hôpital. Prescripteur. Si vous avez le tampon, c'est que c'est bon. Hein. Voilà. Vous êtes validé. Hein. Le tampon, la médaille, c'est bon. On était très bien considérés. Donc mon nom, moi je suis confession musulmane. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pendant le Covid que j'oublierai jamais. J'ai reçu un rabbin, monsieur rabbin, le vrai rabbin avec tout le chapeau, tout ça. Donc il avait le Covid, donc il a vu mon nom, il est rentré. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Donc on a consulté parce que nous à l'EHU, tout patient qui avait Covid, nous avons fait une exception, fait une prise de sang, un électrocardiogramme et un scanner pour les gens qui avaient suspicion d'enveloppe pulmonaire. Donc c'est pour ça qu'on avait le moins de décès dans tout le territoire français, parce que nous prenons en charge correctement tous les patients, donc on prenait du temps, mais voilà. Donc monsieur le rabbin, j'ai dit monsieur, je suis désolé, vous avez le Covid, mais rien de grave. Et donc on a sympathisé, on a même rigolé. J'ai dit moi je suis de confession musulmane et le rabbin, je vous trouve sympathique. Il m'a dit docteur, vous êtes très sympathique. Je voulais vous poser une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux ramener ma femme demain? Elle est enceinte de 8 mois et demi, et j'ai dit oui, vous pouvez la ramener demain sans rendez-vous. Donc quand il est venu le lendemain, il s'est mis en face de mon bureau, il a vu mon nom, il s'est assis en attendant son tour. Et puis le professeur chef de service, en passant, il a vu monsieur le rabbin, il dit monsieur le rabbin, venez avec moi, je vais vous consulter, comme ça votre femme elle est enceinte. Il dit non, moi je veux passer chez monsieur. Il dit mais lui il est occupé. Non, il m'a dit hier je vais passer. Donc professeur Millon, il est toc, il est rentré. Il dit Karim, le rabbin il veut à tout prix. Je dis que vous êtes musulman. Et je dis musulman, il est bienvenu. Et lui, musulman, où est le problème? Moi, je fais serment d'Hippocrate, la blouse blanche. Et finalement, il est rentré. Et il m'a remercié. Il m'a dit, docteur, je vais beaucoup mieux. J'ai pris le traitement, je vais beaucoup mieux. Mon épouse, donc, elle a fait le test. Elle était Covid positif. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème pour mon bébé. Alors, je vais raconter la blague la meilleure. Donc, j'ai dit, non, madame, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûre, mon bébé? J'ai dit, non, le Covid n'attaque pas les petits, il attaque que les grands. Donc, les enfants, ils n'avaient jamais le Covid, les bébés n'avaient jamais le Covid. Il aime que les grands, les petits. Ah, docteur, merci. Je crois que quand mon fils il va naître, je vais le prénommer Karim. Son mari leur a dit, alors ça, là, il faudrait qu'on en reparle. C'est pas exagéré non plus. Ouais, non, mais vraiment, on a rigolé. Mais pour vous dire que nous, on était très, très bien accueillis. On n'avait pas de problème, de communautarisme. Très, très bien, ça se passait très, très bien. Et on a gardé un très bon souvenir. Et on a fait une excellente fête de départ quand il n'y a plus le Covid. Et de chez eux, je suis parti en oncologie, où j'ai trouvé un poste chez le professeur en oncologie. Et là, après, ça a suivi. Peut-être dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment on peut vous soutenir? Je vois beaucoup de personnes dans le chat vous apporter votre soutien. Justement, je vois une question super intéressante dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a une validation des acquis et des expériences hors EVC dans certains départements, territoires comme la Guyane? Ouais. En fait, c'est une instrumentalisation du gouvernement aussi, parce que en Outre-mer, c'est pour ça qu'on parle souvent d'une médecine à géométrie variable. Et est-ce que les gens qui sont en Outre-mer sont considérés comme français ou pas par ce gouvernement? Parce que les PADU qui exercent en Outre-mer sont inscrits au Conseil de l'ordre régional. Voilà. Ils ont un numéro RPPS. Ils peuvent travailler, RPPS, qu'est-ce que c'est? C'est une inscription au Conseil de l'ordre français, régional. Ils peuvent exercer d'une façon autonome comme les médecins ayant une diplomation européenne, sauf qu'ils ont une date de péremption de 10 ans. Donc ça veut dire au bout de 10 ans, on leur enlève leur inscription à l'ordre et on leur dit au revoir et merci, vous allez repasser le concours. Donc aujourd'hui, non, ils ne sont pas validés d'une façon officielle, c'est une façon officieuse. Ils peuvent exercer pendant 10 ans. Pourquoi? Peut-être en attendant de former plus de médecins français et leur dire vous êtes diplômés à l'étranger, donc on vous a utilisé pendant 10 ans, mais aujourd'hui, au revoir et merci. En tout cas, on ne sait pas quelle est la raison derrière cette loi qui a été votée, qui a été adoptée. Au départ, c'était 5 ans, qui a été prolongée. Donc maintenant, j'ai plein de collègues qui sont en Guadeloupe. Alors, je me suis rendu en Guadeloupe il n'y a pas longtemps pour les rencontrer. On a discuté. J'étais dans un congrès. Et il me dit, aujourd'hui, on est très bien. On ne pense pas de la même façon que vous, parce que vous avez des contrats de 6 mois. Nous, on a 10 ans. Mais on a déjà fait 6 ans. Il me dit, il reste 4 ans. Donc on commence à sentir la fin de nos contrats arriver. Et du coup, ça, c'est un peu faux. Ils ne sont pas régularisés. Ils sont utilisés. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'ils sont français, les gens qui sont en Outre-mer?
Est-ce que ces médecins-là, ils peuvent les soigner pendant 10 ans, ils sont bons, et dans 10 ans, ils le sont plus, ils sont plus compétents? Il faut qu'on ait des vraies réponses à ces questions. Pour conclure, un dernier mot, c'est quelle est la prochaine date pour vous soutenir? Est-ce qu'il y a une organisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé, une mobilisation? Exactement. Pour appeler toutes les personnes qui sont dans le chat d'ailleurs peuvent nous rejoindre et manifester avec nous. On a prévu une journée nationale de grève le 12 mai. Parce qu'on n'a pas encore fait de grève nationale et peut-être que c'est le moment. Donc on s'est mis en contact avec des syndicats de représentants de praticiens hospitaliers pour faire un préavis de grève. On va déposer la journée du 12 mai avant de manifester. On verra en fonction de la préfecture et des autorisations pour pouvoir manifester tout proche de Matignon et demander une audience avec le Premier ministre. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Donc la date est prise dans le chat, vous avez bien retenu 12 mai. 12 mai. Même s'il n'y a pas de manifestation, vous pouvez toujours aller soutenir les PADU sur les piquets de grève, parler un peu autour de vous, de votre situation. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour les anecdotes. Ouais. Et pour la médaille aussi. Donc on le rappelle, vous êtes tous les deux PADU et vous luttez pour une meilleure reconnaissance de vos droits et pour la fin de la précarité. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup Cyprien Boganda également, chef de service, chef adjoint de service de la rubrique Capital Travail de l'Humanité.